Alors, aujourd'hui, on continue le cours sur les formes quadratiques. Alors, on a parlé des formes quadratiques et l'algo de Gauss la dernière fois. Et donc là, bon, voilà, on va aborder les formes bilinéaires. Bon, alors, c'est quoi une forme bilinéaire et en particulier les formes bilinéaires symétriques? Bon, alors, c'est une implication de E croix E dans K qui est linéaire à gauche, c'est-à-dire linéaire à la première variable, et linéaire à droite, c'est-à-dire linéaire par rapport à la deuxième variable. Et bon, alors il se trouve que ici, on va surtout s'intéresser aux formes bilinéaires symétriques, à savoir que phi de yx est égal à phi de xy. Alors il se trouve qu'il y a une définition pour les formes bilinéaires alternées, voilà, quand phi de yx c'est moins phi de xy, mais honnêtement, là, dans ce cours, on ne va pas tellement s'en servir, bien que c'est vrai, de temps en temps, dans certaines épreuves, voilà, ces choses-là peuvent arriver, mais je pense qu'il faut surtout bien comprendre le cas symétrique, et une fois qu'on a compris le cas symétrique, je pense que c'est pas très dur de raisonner par analogie pour les extensions. Et voilà, alors maintenant, ça nous donne une définition d'une forme bilinéaire symétrique, et alors maintenant on peut définir une forme quadratique. Alors qu'est-ce que c'est une forme quadratique? C'est en fait une application de E dans K, telle qu'il existe une forme bilinéaire symétrique, phi, telle que Q de x est égal à phi de xx. Donc c'est ça la définition qu'on va prendre pour les formes quadratiques, c'est qu'il existe phi qui permettent de déduire Q de phi. Alors, il se trouve que quand Q est une forme quadratique, c'est-à-dire que quand il y a un phi qui est en fait associé à Q, eh bien ce phi est unique. Alors pourquoi il est unique? Parce qu'en fait, il y a une formule qui permet de trouver phi à partir de Q. Alors bien sûr, on peut trouver Q à partir de phi, ça c'est trivial, mais par contre, juste avec Q, avec cette formule-là, donc cette formule-là, elle n'est pas très mystérieuse, elle ressemble beaucoup à x plus y carré, moins x carré, moins y carré, donc ça fait 2xy divisé par 2, donc on trouve xy, donc c'est un petit peu la même idée. Il y a aussi cette variante, et donc voilà, si on a Q, on peut retrouver phi. Alors là, je fais une remarque quand même importante, c'est qu'ici on a divisé par 2, et on a le droit de diviser par 2 parce que on a supposé que la caractéristique de K était différente de 2. Donc, la théorie pour des formes bilinéaires symétriques quand K est caractéristique 2 est vraiment différente et complètement hors programme de l'agrégation. Je crois d'ailleurs que j'ai jamais vu un exo qui essaie de l'aborder. Donc on va complètement l'ignorer ici et toujours assumer qu'on n'est pas en caractéristique 2. Et donc on peut utiliser la formule de polarisation. Parce que vous voyez, donc, si jamais le jury vous pose la question, pourquoi on évite ça? Déjà, on n'aurait pas la formule de polarisation, donc potentiellement on pourrait avoir plusieurs formes bilinéaires qui représentent la même forme quadratique. Bon, et alors maintenant, on a une forme bilinéaire phi, très bien. Bon, B, on va dire que c'est une base de E, et on peut définir cette matrice-là, qui est donc phi de EI, EJ. Donc le coefficient IJ, c'est phi de EI, EJ. Et cette matrice-là, c'est simplement la matrice que j'avais définie au cours d'avant, à savoir que on prenait les coefficients de Q, on arrivait à cette expression de A, on avait remarqué que Q de x était la transposée de x à x. Alors effectivement c'est vrai, mais en fait c'est vrai de manière plus générale parce qu'en fait on a phi de xy, donc maintenant c'est x et y distinct qui est égal à ça. Bon, alors en fait il est vrai que si on a déjà phi de x qui est égal à t de x à x par polarisation, qui est dans cette formule-là, on aboutit à montrer ça. Et alors maintenant, on va aborder un point qui est un petit peu délicat, il faut être honnête, mais un point qui revient très très souvent aux écrits. D'ailleurs, je crois qu'on verra des exemples. C'est bon, ok, alors on a une forme quadratique. Il faut bien comprendre que la forme quadratique, en fait, elle est définie sur un espace vectoriel. Et on la représente en choisissant arbitrairement une base, on la représente par une matrice. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si on choisit une autre base et comment on passe en fait de la matrice qui représente la forme quadratique dans la première base à la matrice qui représente la même forme quadratique dans une base différente?
eh bien en fait on a une formule qui lie les deux, qui est donnée par ceci. Donc A1 c'est la représentation de la forme quadratique dans la première base, et A2 la représentation de la même forme quadratique dans la deuxième base. Et P c'est la matrice de passage de B1 à B2. Alors, les matrices de passage, on a vu ça depuis le L1, je dirais, mais c'est quand même quelque chose d'assez piégeux. Donc vraiment, je vous enjoins à vous souvenir de cette formule. X est égal à Px'. C'est-à-dire que X, c'est les coordonnées donc dans l'ancienne base, c'est égal à P, multiplié par les coordonnées dans la nouvelle base, où P, c'est la matrice de passage de l'ancienne vers la nouvelle base. Donc vraiment, essayez de souvenir de cette formule, et quand on doit manipuler les matrices de passage, essayez de vous ramener à cette formule-là. Très souvent, ça vous tire d'affaire. Bon, donc ici, on va faire ça. Alors, on prend un petit x, donc x, c'est un vecteur. Et x1, donc ça va être les coordonnées de petit x dans la base de B1. Et donc, par définition, enfin en tout cas par cette formule-là, on n'a que transposer de x1 à 1 x1, donc c'est égal à phi de xx. Bon, très bien. Et là, je peux utiliser la formule que x est égal à px', que j'avais mentionné tout à l'heure, donc ça veut dire que x1 est égal à px2. Donc voilà, appliquons ça, et là on voit qu'on a transposé, on peut développer à transposer, et finalement ça nous donne ça. Et maintenant, on peut dire que phi de xx, le petit x, x, on peut l'exprimer en fonction des coordonnées de la deuxième base. Et donc, appelons x2, en fait, les coordonnées de petit x suivant la deuxième base. Et toujours par cette formule-là, ça, c'est forcément égal à transposer de x2 à 2x2. Donc ça, c'est égal à ça. Et là, on a très envie, en fait, de simplifier par x2, là, clac, et de trouver cette formule. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire ça comme ça, il faut quand même le justifier. Bon, déjà, une première chose qu'on peut dire, c'est qu'en fait, par polarisation, on va avoir cette égalité, pas juste pour x à gauche et à droite, mais en fait pour x et y distincts, donc x à gauche, y à droite. Et maintenant, donc, si on prend des x et des y bien choisis, on va pouvoir identifier les coefficients de cette matrice-là et de cette matrice-là. Donc, par exemple, donc, si je prends EI là, donc c'est le vecteur colonne, donc la matrice colonne, qui a des zéros partout, sauf en i, ça donne 1. Et ici, pareil, EJ, donc il y a des zéros partout, sauf que pour la jm coordonnée, ça donne 1. Et bien, je m'aperçois que ça va me donner le coefficient JI de A2. Donc, bon, là, en l'occurrence, A2 va être symétrique, c'est la forme, on a une forme quadratique, hein, mais donc le coefficient J va être égal au coefficient IJ, mais peu importe, l'important c'est qu'on peut identifier les coefficients. Donc, finalement, les coefficients de cette matrice-là, c'est les mêmes que les coefficients de cette matrice-là, et du coup, ça, c'est égal à ça, et donc, ça conclut le théorème. Alors, vraiment, essayez de retenir cette démonstration, parce que très souvent, on pose des questions comme ça, avec des changements de base, et d'ailleurs, vous allez voir un peu plus tard dans le cours, plus précisément à quoi servent ces changements de base. Mais soyez assurés que vraiment, ce genre de questions, ça revient tout le temps. Bon, d'ailleurs, pour m'assurer de ça, je vais donner un exemple supplémentaire. Donc, je vais repartir de la première forme quadratique qu'on avait définie. Et on avait vu que donc, cette forme quadratique, c'est U1 carré plus U2 carré moins U3 carré. Donc, où en fait, U1, U2, U3, c'est les coordonnées dans la base antéduale donc de ces trois formes linéaires. J'espère que vous vous souvenez ce point. Bon, en tout cas, on a donc deux types de coordonnées, la x, y, z, et les coordonnées U1, U2, U3. Et là, on voit qu'effectivement, si j'appelle grand U, donc c'est coordonnées en U, et x, les coordonnées x, y, z, enfin petit x, petit y, petit z, on voit qu'on a U est égal à Lx, où L, c'est cette matrice-là. Alors, c'est bien, sauf que nous, on va plutôt vouloir l'égalité dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre l'inverse de L, et on va donc voir que x, on va utiliser que x est égal à P. Bon, alors maintenant, si je regarde donc Q de x, en utilisant les coordonnées U1, U2, U3,
eh bien, plus que là, clairement, en fait, la structure de la matrice associée à Q dans ce système de coordonnées va être diagonale, on va obtenir ceci comme matrice. Donc, voilà, la matrice diagonale avec 1, 1, moins 1. Et donc, multiplié par U, donc voilà, ça donne Q de X. Alors là, j'ai fait une petite... un petit abus d'écriture, ce que j'appelle Q de X, en fait, c'est Q du vecteur qui représente, dont les coordonnées, c'est grand X dans la première base. Bon, j'espère que c'est clair. Juste là, je commençais à manquer un petit peu de lettres. Ok, donc peu importe. Maintenant, si je me replace dans la première base, donc ça, c'est égal à T de X à X, très bien. Et là, on va utiliser la formule X égale P de U, donc ça ressemble beaucoup à la démonstration de tout à l'heure. Et finalement, on va voir que ça égale ça. Et donc, on peut identifier que T de P à P va être égal à cette matrice diagonale. Et d'ailleurs, bon, si on faisait le calcul, ce sera un peu long, mais on pourrait tout à fait le faire, on trouverait effectivement que ceci, matriciellement, c'est égal à cela. Et alors, une façon de voir les choses, c'est que ici, en changeant la base, et donc en utilisant cet algorithme de Gauss, on a réussi à vraiment simplifier la forme quadratique. On pourrait même dire, bon, ce serait un petit peu abusif, mais une sorte de diagonalisation de la forme quadratique, un petit peu abusif, puisque en fait, ici, on a transposé de P, donc ils n'ont pas P moins 1. Mais enfin, peu importe, en tout cas, ça permet de représenter Q dans une base dans laquelle Q est une expression particulièrement simple. Voilà, alors maintenant on va... je vais mettre une petite définition supplémentaire qui nous servira un peu plus tard. Donc bon, je vous rappelle les notations. Phi, c'est une forme polaire, c'est-à-dire qu'on a une forme quadratique Q, et phi, c'est la forme bilinéaire associée à Q. Bon, B, ça va être une base. Comme j'avais dit tout à l'heure, A est défini comme phi de EI, EJ. Et en fait, on peut calculer le déterminant de cette matrice et trouver en fait ce qu'on appelle le discriminant. Donc, le discriminant d'une forme quadratique pour une certaine base, eh bien, ça va être le déterminant de la matrice qui représente cette forme quadratique dans la base B. Alors attention, le discriminant va dépendre de la base qu'on choisit, puisque voilà, suivant la base, on va avoir différents A, et le A n'a pas forcément le même déterminant, mais on reviendra sur ça plus tard.